sportif, performance, notoriété, un corps, une âme, un esprit. C'est un finisseur, il finit les actions. Exactement. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast Décrassage, l'émission par et pour des passionnés. Je suis Jérémy Delzotto, fondu de sport et passionné par la place qu'il occupe dans notre société. Et je suis très heureux aujourd'hui d'aborder avec vous un sujet qui est plus complexe qu'il n'y paraît, le racisme dans les stades. Pour en discuter, Protin, un prénom aussi peu commun que l'homme qui se cache derrière. S'il ne devait rester qu'un passionné sur Terre, ça serait sûrement lui. On l'a surnommé Pro parce que ce serait un affront de le traiter d'amateur. On va accueillir aussi Joël qui est avec nous. Joël qui est aumônier du sport, qui a été accrédité à Rio en 2016, à Tokyo en 2021 à distance, qui est le confident de nombreux sportifs. Je pense qu'on va en parler tout au long du débat de cette différence un peu entre qu'est-ce qui est de l'ordre de la culture du pays dans lequel on est et qu'est-ce qui bascule à un moment dans le racisme. Toi, Protin, qui est un golfeur émérite, donc sans verser dans la caricature, Tiger Woods, quand il est arrivé en faisant du golf, on a pointé du doigt, enfin en tout cas, on a mis en avant sa couleur de peau. Toi, on t'a déjà un peu stigmatisé ou est-ce que tu as entendu des trucs pas très très cool en pratiquant le golf? Paradoxalement, je n'ai jamais ressenti de mauvais regards à mon endroit. J'ai tout de suite été très bien accueilli. J'ai pu aussi évoluer dans des clubs, des clubs qui étaient assez familiaux. Ce qui fait que je n'ai pas eu à vivre ce souci-là. Et quand bien même j'ai eu l'occasion d'aller faire du golf sur d'autres parcours, dans d'autres clubhouse, je n'ai pas du tout ressenti une quelconque animosité. Et c'est vrai que ce qu'a vécu Tiger Woods, je peux difficilement dire que j'ai vécu la même chose. On t'a pas demandé si t'étais le caddie, quoi. Absolument pas. Absolument pas. Et quand bien même je l'ai été, parce que j'ai une petite anecdote à ce sujet, quand bien même je l'ai été lors du Pro-Am, donc c'est la veille du tournoi, il y a une opposition entre un pro qui va disputer le tournoi et des amateurs de bon niveau, qui sont généralement des gens issus du monde des affaires et de l'entreprise. J'ai été caddie d'une de ces personnes et je n'ai pas senti de regard désapprobateur. Bon, plutôt pas mal. Bon, alors, on va parler de ce qui se passe au niveau professionnel et dans les stades. On sait aussi qu'il y a au niveau amateur. On va essayer de se poser la question et d'avancer, d'analyser un petit peu ce qui a déjà été mis en place. Et puis peut-être nous aussi donner notre avis et proposer des solutions. Avant tout ça, on va contextualiser les choses. Alors, certains ont besoin d'Internet et de Google et d'un clavier pour essayer d'en savoir plus. Nous, on n'a pas besoin de tout ça. On a Monsieur Protin-Nalquet qui est notre Bible du sport. Donc, on va laisser la place à Protin. C'est l'heure de la chronique Wikipro. Donc, avant d'entamer un déroulé de faits historiques au sujet du racisme dans les stades, je crois qu'il est très important de rappeler que le sport est un miroir de la société et il semble que cette idée aura toujours pignon sur rue. Alors on va remonter dans les origines lointaines du racisme dans le sport, on va remonter au début du XXe siècle, une période où les schémas de pensée racistes faisaient foi. Et lors des Jeux Olympiques de 1904 à Saint-Louis aux États-Unis, il y a eu l'organisation des journées anthropologiques. Et ces journées-là, selon les dires du directeur sportif de ces Jeux Olympiques, James E. Sullivan, ces journées-là servaient à faire concourir des sauvages dans des épreuves comme le tir à l'arc ou la grimpe d'arbres, afin de montrer que les Européens étaient supérieurs en termes de sport. Ensuite, je voudrais enchaîner sur les Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Et c'est là que la politique a commencé à prendre une place importante dans le milieu sportif. Et pour cause, le chancelier allemand et fondateur du nazisme, Adolf Hitler, a pris part à ces Jeux Olympiques avec assiduité. Il dut être donc le témoin du récital de l'athlète afro-américain Jesse Owens, qui réalisa l'exploit de remporter 4 médailles d'or
sous les yeux médusés de Hitler, qui quitta le stade olympique complètement furieux de voir un Afro-Américain couronné d'or et défilant sous les hurrahs du public berlinois. 11 ans après les Jeux olympiques de Berlin, en 1947, il y eut un événement majeur. C'est l'arrivée de Jackie Robinson, qui fut le premier joueur noir de baseball à jouer pour la Major League Baseball, donc le championnat professionnel de baseball. Et ce joueur-là, donc Jackie Robinson, a dû subir les affres de la ségrégation avec des insultes venant des tribunes, venant des joueurs adverses et même des entraîneurs adverses, et ce malgré son appartenance à l'équipe des Brooklyn Dodgers, qui était donc une équipe professionnelle, avant de s'imposer et d'obtenir le respect de tous sans distinction de couleur. Et la France, dans tout ça, ne fut malheureusement pas en reste. Du moins, c'est son équipe nationale de football qui a d'abord commencé à payer le prix de tout cela. En 1980, Michel Hidalgo décide d'aligner 5 joueurs noirs en équipe de France lors d'un match en URSS. Il y avait donc Marius Trésor, Jean Tigana, Alain Couriol, Jacques Zimaco et Gérard Janvion. Et l'équipe de France a été conspuée par le public soviétique. Et malheureusement, quelques années après, des supporters de Stade français prirent également le pli avec l'affaire Joseph-Antoine Bell en 1989, lorsqu'il reçut des bananes au Stade Vélodrome, l'adieu raté de George Weah en 1995 au Parc des Princes, avec cette banderole détestable contenant des insignes extrémistes émanant du COP de Boulogne. Et il y a aussi l'affaire Chimbonda Matangu en 2004, des joueurs de Bastia qui ont été victimes d'insultes de leurs propres supporters. Ou encore l'affaire Ouadou en 2008 à Metz, lorsqu'il fut victime d'insultes racistes de la part d'un supporter messin, et tout cela pendant toute la partie. Toutefois, il serait inapproprié de nous concentrer uniquement sur les stades de football, car d'autres sports sont malheureusement impactés par ce fléau. Le handball a connu par exemple un précédent avec l'international français du FC Barcelone, Dika Mem, qui a été visé par des cris de singe de la part des supporters slovènes du club de Celje le 21 septembre dernier. Le basketball a été également frappé avec Edwin Jackson, l'international français, qui fut victime de cris de singe de la part de supporters de l'Étoile Rouge de Belgrade, alors qu'il disputait un match avec son équipe du Budugnost Podgorica il y a de cela quelques mois. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que les racines du racisme dans les enceintes sportives demeurent profondes et la résignation semble pointer son nez, tant les sanctions et les mesures de sensibilisation ne créent pas l'effet escompté. Pour autant, faut-il abandonner le combat et donner raison à la bêtise ambiante ? Non, mais une réflexion de fond s'impose. Merci Protin pour cette historique, cette mise un peu en abîme de tout ce qui s'est passé depuis le début du siècle dernier, en tout cas depuis que le sport devient un phénomène de société. Alors c'est intéressant, on voit que ça date déjà, on voit qu'il y a beaucoup de sports qui sont impactés. Et on voit aussi qu'il y a les institutions qui essayent tant bien que mal de mettre en place des choses. On n'a pas forcément parlé du mouvement Black Lives Matter et de tout ce que ça a impliqué à la fois aux États-Unis et en Europe. Donc le fait aussi de poser le genou à terre. Qu'est-ce que vous pensez alors je ne parle pas forcément de Black Lives Matter, mais de cette action symbolique, de poser le genou à terre là et de montrer son opposition au racisme. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'utile ? Ouais, il y a déjà eu les journées de la FIFA dans les années 2000 sur le racisme. Voilà, on voit, bon, c'est une nouvelle forme. Ça date déjà, ouais. C'est amplifié. Là, c'est juste qu'il y a un phénomène qui part finalement d'un joueur aux États-Unis qui pose ce genou. Ça, c'est repris de Copernic, je crois, en 2016. Ça a été repris par le mouvement BLM. Donc on fait des journées de sensibilisation, mais je pense que c'est pas... Alors c'est bien, il faut sensibiliser à ces questions-là, mais on voit que finalement ça change pas la problématique. Après, il y a dans ce mouvement-là, les intentions sont bonnes. Il s'agit de mettre le focus sur un fait de société qui impacte en fait la société en entier, dont le sport. Mais il est possible aussi de voir que des gens face à BLM, se tiennent debout et questionnent ce mouvement.
Moi, je peux prendre l'exemple du joueur des Orlando Magic, Jonathan Isaac, qui a décidé de se tenir debout lors de la diffusion de l'hymne américain. Et tout ceci a été motivé par ses convictions de foi. Pour lui, ce qui était important, c'était que le racisme est en effet un problème, mais ce n'est pas que le seul problème. Il y a aussi les cœurs à changer. Et donc, ça demande une réflexion encore plus profonde de la part de chacun. Et par rapport à cet événement-là, par rapport à Black Lives Matter, ce que Isaac a demandé à ses coéquipiers, c'est que le respect qu'il accordait à cette prise de position, il demandait un respect similaire par rapport à sa position. Donc, il est possible d'entendre un tel mouvement, mais il est possible aussi de se tenir debout, non pas contre ça, mais pour expliquer qu'il y a d'autres choses et d'autres problèmes aussi à régler. Ouais, justement, est-ce qu'on peut pas pointer du doigt aussi ce genre d'attitude en se disant oui, bah, d'accord, mais il y a toujours d'autres choses à régler. Moi, ce qui est intéressant dans sa posture, je trouve, c'est de dire qu'au final, ça reste une affaire personnelle aussi de lutter contre le racisme. Et c'est une affaire personnelle et interpersonnelle dans les relations qu'on va pouvoir nouer avec ses coéquipiers ou ses adversaires. Et donc, en gros, je pense que son propos aussi, c'était de dire, moi, j'ai pas besoin de m'agenouiller pour montrer aux autres que je suis pas raciste. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. C'est peut-être même comme ça que j'aurais pu, avec mon petit côté rebelle, le faire. Mais cette tendance-là, ce qui est délicat, c'est que quand on voit en première ligue, par exemple, c'est imposé. Donc, avant chaque coup d'envoi, tout le monde doit mettre le genou à terre. Alors, je ne sais pas si ça va évoluer. Même en F1, c'était aussi le cas. C'était imposé dans les protocoles d'avant. Ouais, mais c'est retombé. Quand tu vois qu'il y a des joueurs comme Louis Saha qui ont... pas Louis Saha, mais Wilfried Saha qui lui-même... voilà, joueur ivoirien, qui dit je suis fier d'être noir. Il a raison d'être fier de qui il est, mais il se dit finalement, pour lui, s'agenouiller, c'est même se dégrader, en fait, se mettre en dessous. Pourquoi on aurait besoin de s'agenouiller? Il dit, moi, je veux tenir droit, quoi. En fait, je veux me tenir droit, je suis là. Bon, on voit que, de toute façon, certains championnats, c'est vite retombé, ces choses-là. Je pense que c'était une mode, c'était le temps d'un moment. Mais foncièrement, qu'est-ce qui change? Et oui, il y a un vrai problème de cœur derrière ça. Moi, j'irai plus loin par rapport à ce qu'a dit Joël. Zaha a clairement dit, mais est-ce que faire ce geste-là a impacté réellement la société dans le monde entier? C'est ça la question. Est-ce que ça a une utilité aujourd'hui? Et ce qu'il a mis en avant, c'est que, oui, il est fier d'être noir, mais il estime que ce geste n'a plus d'utilité puisque les choses n'évoluent pas. En fait, c'est ça la vraie question. Et c'est là où on arrive aussi doucement au rôle un petit peu des institutions. C'est que à quoi ça sert de faire... Moi, j'ai encore vu un match donc de la saison dernière, fin de saison dernière de Première Ligue. Bah, les joueurs, ils sont agenouillés. C'est pas, on leur laisse pas le choix, en fait. C'est-à-dire qu'il y a institutionnalisé un moment où ceux qui le souhaitent mettre le genou à terre, et il y en a encore une immense majorité, et puis il y a certaines voix un peu discordantes comme ça qui disent bah non, moi j'ai pas besoin de m'agenouiller, effectivement je suis fier d'être ce que je suis et j'ai pas besoin de m'agenouiller pour montrer quoi que ce soit. Bon, si ça avait été un blanc qui s'agenouillait pas, peut-être que ça aurait été un peu plus délicat à gérer, même si dans l'idée c'est la même finalité, mais moi je trouve ça, enfin je suis désolé, mais que ça soit la Ligue ou que ça soit la Première Ligue ou que ça soit toutes ces institutions-là qui mettent en place ce genre de trucs pour faire semblant de lutter contre le racisme, moi à la limite, parlons vraiment des sanctions qu'il y a contre les racistes identifiés, que ça soit des supporters ou que ça soit des gens sur le terrain, des joueurs sur le terrain, adversaires pour la plupart. Là, on peut parler de lutte contre le racisme. Se mettre à genoux une minute avant un match, avant d'aller s'empoigner et puis de faire la sourde oreille face aux supporters qui font des cris de singe, je vois pas l'intérêt, quoi. Ouais, moi je pense qu'à un moment c'est les sanctions aussi. Je pense qu'il faut être
peut-être capable d'arrêter un match, de donner match perdu, enfin d'avoir toute une réflexion, de revoir les règlements. Parce que finalement c'est un peu trop facile. Alors c'est toujours la difficulté. C'est sûr que s'il y a un abruti dans le stade qui balance une banane, on va sanctionner 30 000 autres personnes et les joueurs. Mais à un moment, il faut que chacun soit conscient des actes qu'il pose. Et on sait qu'il y a des clubs, si on va en Italie, la Lazio de Rome, voilà, ils ont aussi une certaine réputation. Si on regarde dans le foot, on peut regarder dans d'autres sports, donc le racisme de toute manière, voilà, il est toujours là. Il faut qu'on sensibilise, mais il faut qu'on éduque aussi. Et il faut qu'on essaye de voir quel est le problème derrière. Et que en fait, c'est toujours aussi une forme de nationalisme qu'on met en avant. Quelque part, c'est bien beau toutes nos coupes du monde, toutes nos équipes nationales. Finalement, nos compétitions peuvent mettre un peu ce côté-là et exacerber. Ça vient à utiliser toutes les armes, entre guillemets, possibles pour déstabiliser l'adversaire. Que dans une équipe de club, on a toutes les nationalités et les gars vont devoir apprendre à vivre ensemble. Alors ça n'empêche pas qu'au sein même d'une équipe, il y a des problématiques. C'est aussi ce qui remonte. On voit dans tout, il y a des clans aussi qui sont possibles. Donc ça, après, c'est le travail des éducateurs de veiller à la question de l'unité et de l'acceptation de chacun. Je suis d'accord avec toi, Joël. Il y a la part de l'éducation est prépondérante dans le fait d'avoir des combats qui puissent être menés à leur terme, en fait. Mais il y a une question qui me vient vraiment à l'esprit, c'est pourquoi tant de joueurs, lorsqu'un joueur est maltraité, par exemple, pourquoi tant de joueurs décident de le retenir pour lui demander de continuer à jouer? Moi, la question que je me pose par rapport à ça, c'est est-ce que, quelque part, l'environnement du football et tout ce que ça brasse, notamment financièrement, puisque c'est véritablement le nerf de la guerre, est-ce que ceci n'a pas aussi conditionné les joueurs pour que, entre guillemets, il n'ait pas ce réflexe de dire notre coéquipier ou notre adversaire a été agressé, on sort tous. Est-ce que ceci n'a pas conditionné en fait leur état d'esprit? Voilà, les enjeux sont devenus énormes. Alors, ne faisons pas de vagues. Alors juste, je vais juste vous lire deux anecdotes et après je rebondis là-dessus parce que je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Protin. Je lis une anecdote d'un joueur de Dunkerque qui a été insulté à Nîmes donc en février 2022. Donc il a tenu tout le match en gros et puis c'est à la fin il est allé fêter la victoire devant les gars parce que je pense qu'il en avait gros sur la patate et donc il met vous savez moi j'ai 30 ans j'ai pas que ça à faire d'entendre des conneries comme ça. Après la fin du match, j'ai été content de la victoire, je les ai regardés, on sait que tous les points sont compliqués, donc il remet dans le contexte. Je réponds avec la rage, l'arbitre pense que je fête la victoire, mais genre un peu trop. Donc moi je lui explique qu'avant je me suis fait insulter avec des insultes racistes et que pendant 90 minutes j'arrive à rester focus, mais à la fin, si je peux leur dire merde, je vais pas me priver de leur dire. Et les arbitres n'ont pas cherché à comprendre et m'ont sanctionné du coup. Et donc lui, évidemment, il est écœuré et il dit j'ai l'impression que les mecs arrivent au stade juste pour insulter les joueurs adverses plutôt que de supporter leur équipe. Tu parlais de Wadou tout à l'heure dans ta chronique. Ouais. Bah, lui, c'est ce qui s'est passé aussi. Donc c'était en 2008. Il se fait insulter par un spectateur. Il attend la pause quand même. Il est capitaine de son équipe. Il attend la pause. Exactement. Il va s'expliquer avec l'individu qu'il a injurié et il prend carton jaune par l'arbitre. C'est ça. Balotelli, pareil. Février 2018. Il se fait insulter. Il va voir l'arbitre. L'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Il lui met un jaune. Et j'ai un dernier exemple du coup plutôt collectif donc d'une équipe d'Italie qui donc du coup je sais plus quand c'était mais il y a un des joueurs qui est victime de racisme donc toute l'équipe décide on part on arrête le match et évidemment ils ont été sanctionnés de la perte du match, d'une amende et en plus d'un point de pénalité sur le championnat. Donc moi, je fais encore le rapport avec ce qu'on dit au niveau des institutions qui font des protocoles d'avant-match en mettant le genou à terre. Et quand il y a des vraies plaintes de joueurs qui
pour le coup, c'est pas des mecs qui ont pété des plombs. Ils sont restés quand même dans la correction où ils ont attendu un fait de jeu, un arrêt de jeu ou quoi pour aller s'expliquer. Et ils se font sanctionner par les arbitres qui sont eux-mêmes censés lutter contre ce fléau-là, quoi. Donc à un moment, je vois pas quelle est la solution. La solution, c'est que les joueurs s'engagent, ceux qui ont été victimes de ça. Je pense qu'il faut qu'ils s'engagent comme dirigeants, qui portent des projets, qui vraiment ils mouillent le maillot. Alors certains, si on était polémique, on aurait pu inviter Lilian Thuram venir nous en parler. Et puis Materazzi lui aurait dit, quand lui-même se faisait insulter de tous les noms, il s'est jamais... Enfin, on peut voir le racisme ou la discrimination, en fait, sous différents angles. Mais où sont ces gars-là dans le réel combat, de faire changer les institutions? Effectivement, là, ce que tu dis est très, très surprenant et très injuste. Si les gars décident, bah, nous, on arrête de jouer, les faits sont là, l'arbitre a récolté les faits, bah, si les instances... même ils auraient dû saisir plus haut, enfin je sais pas ce que ça a donné, il doit y avoir après des procès, tu vas devant d'autres instances internationales pour essayer d'avoir gain de cause, après, ouais, exactement, Wadou il a porté plainte. Bah, il y a eu d'autres. Wadou il a porté plainte. Il y a eu d'autres affaires aussi. Mais après, il y a même des. Ils sont allés au pénal aussi. Ouais, exactement. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas porté plainte. Prince Guano, par exemple, on a un très bel exemple. Prince Guano qui s'est fait jeter une banane, je crois, ou des cris de singe pendant un match de Ligue 1 avec Amiens. Bon, il a souhaité manifester son désaccord avec ce supporter qui a été identifié. Et il a eu un geste. Alors là, il n'était pas dans haranguer comme cet autre joueur que tu as dit. Bah, c'est vrai, quand on en a gros sur la patate, ça sort. Et nous-mêmes, on peut être amené à faire des gestes déplacés, en fait, en réponse. Là, Prince Guano a décidé la voie du pardon et de l'amour. Et il a dit que c'était motivé par sa foi chrétienne. Donc voilà, quel exemple fort aussi en décidant finalement de ne pas porter plainte, mais d'aider ce supporter à réfléchir sur la portée de ses actes. Donc on ne sait pas ce qu'il est devenu, je n'ai pas retrouvé de traces, mais s'il nous écoute, ça serait intéressant qu'il vienne nous dire ce qu'il a appris de cette leçon, parce que finalement, Prince Guano, la victime, lui a tendu la main et lui dire non, il y a une autre voie qui est possible, et ça reste que du football. Alors malheureusement, on entend beaucoup parler là des exemples de football. Alors est-ce que les supporters les plus bêtes sont dans le football? Tout à l'heure, Protin a abordé un peu de hand, mais je pense qu'il y a d'autres sports que vous connaissez. Jérémy, toi qui es à fond dans le hand, pour contrebalancer, rassure-nous, c'est pas que dans le football qu'il y a des débiles. Oh, il y a d'autres sports, oui, en effet. Il y a le rugby notamment aussi. Hein. Le rugby a été frappé par ça. Ouais, moi j'ai l'exemple du coup à Pau, là où j'habitais, d'un joueur de la section paloise qui est donc issu des îles Pacifiques, qui s'était fait insulter par un spectateur, et donc du coup il est allé le voir aussi. Donc bon, je pense que quand tu vois un gaillard des îles Pacifiques débarquer, tu dois reculer de quelques mètres. Mais ce que ça a permis, au-delà du fait qu'il ne s'est pas énervé, qu'il est resté calme, ce que ça a permis, c'est d'identifier justement le spectateur et de pouvoir le sanctionner. Je pense qu'il y a des pistes là-dessus aussi. Plutôt que d'arrêter des matchs quand on est sur des choses comme ça un petit peu qui sont individuelles, et d'avoir des énormes sanctions qui sont injustes pour tout le monde, c'est aussi de faire constater les choses, que ça soit par des stadiers. Peut-être que les stadiers ils mériteraient d'être un peu mieux formés pour identifier ces choses-là, parce que dans les exemples que j'ai donnés, ce qui est intéressant, c'est que souvent les équipes adverses, elles n'ont jamais rien entendu. Donc les staffs n'ont rien entendu, les arbitres ils n'ont rien entendu non plus, donc il n'y a que le joueur incriminé qui entend des insultes. C'est un petit peu particulier. J'ai aussi un exemple dans le hand où il y avait un antagonisme entre deux équipes, et j'ai un joueur que je connais qui était sur le banc des remplaçants et qui a passé le match, parce qu'en plus il était remplaçant et qu'il n'est pas rentré, à se faire insulter dans l'oreille par tous les spectateurs, à se faire cracher dessus, à se faire tirer le maillot en arrière et ce genre de choses. Donc c'est à un moment il y a des choses qui sont pas possibles. Après pour moi il faut revenir un peu à la racine aussi du pourquoi, et on le voit aussi, on a aussi beaucoup d'exemples avec des adversaires qui insultent aussi, et
Et je trouve que souvent on est dans la déstabilisation de l'adversaire, on frise avec la tricherie pour essayer de déstabiliser, et les supporters c'est exactement la même chose, on va essayer de faire péter un plomb du coup aux joueurs et le faire sortir du match. Mais c'est très intéressant sur les joueurs, c'est ça, il faut en parler des joueurs. Il faut en parler parce que là, tu notes une forme aussi d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'on peut mettre un genou à terre et puis après d'utiliser ça comme arme pendant le match. Donc ça c'est scandaleux. Moi, je l'ai expérimenté avec un éducateur, enfin un entraîneur de foot dans mon club qui était la référence dans notre club. Il a changé de club et on jouait contre lui un match et je me suis rendu compte au cours de ce match qu'il essayait de faire dégoupiller un joueur qui était maghrébin, qui était dans notre équipe, avec des insultes. Et c'était censé être l'éducateur principal du club, donner la référence, de voir ça. Alors dans le quotidien, je pense pas qu'il était raciste, j'en sais trop rien, mais est-ce qu'on peut vraiment distinguer les choses, enfin utiliser ça comme arme sur le terrain, je trouve pitoyable. Je pense qu'il y a d'autres histoires, là c'était dans un club amateur, semi-pro. Quand on voit je crois que c'est l'ancien entraîneur de Samuel Eto'o qui demandait à un joueur d'aller insulter, de provoquer volontairement avec des insultes raciales, et quand on sait que ça a été un mentor pour Samuel Eto'o, bon, on peut se poser des questions. Est-ce qu'ils ont un double langage? Enfin, c'est quand même assez scandaleux d'en arriver là, et ça doit être sanctionné au plus haut point. Qu'on mette des 6 mois de suspension pour ceux qui utilisent ces armes-là. Les éducateurs ont tendance à oublier le rôle qu'ils ont et le rôle crucial qu'ils ont dans le développement d'un joueur, mais aussi dans la manière de... Ils véhiculent aussi un club, ils véhiculent eux-mêmes, ils véhiculent aussi l'image du club. Et c'est dramatique de voir qu'en fait, ils n'arrivent pas, pour des enjeux en plus qui pourraient être pourtant hyper pragmatiques, ils sont capables d'outrepasser leur rôle et même de dégrader finalement leur rôle dans cette histoire-là. Et les éducateurs ainsi que les joueurs, je pense, devraient tous les deux ces deux groupes devraient se rendre compte de l'importance qu'ils ont dans le monde du sport, parce que ce sont eux les acteurs. Et si eux bougent, les choses vont bouger. Et ce qui a été fait, ce qu'a fait Prince Guano, par exemple, c'est dommage que l'on n'ait pas, comment on appelle ça, mis l'accent davantage sur ce geste-là. Pourquoi? Parce qu'il jouait à Amiens? Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que parce qu'il faisait partie d'un club de la deuxième moitié de la L1, on n'a pas relayé ça? Qu'est-ce que ça aurait été si un ponte de notre sport avait véhiculé les mêmes choses, à savoir encaisser, puis pardonner et ne pas poursuivre la personne incriminée? Je crois qu'ici, il y a quelque chose vraiment à faire. À savoir, les joueurs doivent comprendre qu'ils ont un rôle bien plus important que de celui de faire lever les foules. Voilà. On pourrait en discuter encore des heures. On va passer à la conclusion. Juste avant de passer à la conclusion, moi je trouve que c'est intéressant ça, c'est-à-dire que en fait, on dit plus que c'est aux autres de régler le problème de racisme, on dit aussi que quelque part ça fait partie de la personne qui reçoit les insultes et de la manière dont elle va aimer l'autre et dont elle va pardonner à l'autre. Et on inverse un petit peu le processus, et c'est intéressant. Moi je pondérerais juste en disant que moi personnellement je refuse de niveler l'insulte et de dire le racisme c'est plus fort, plus grave que d'insulter la mère de ou quoi. Pour moi tout est au même niveau, et je pense que toute manœuvre de déstabilisation, quand on bascule dans la tricherie ou dans la déstabiliser hors des règles l'adversaire, ça devrait être sanctionné. En tout cas ça devrait être sanctionnable. Merci les gars pour ces échanges. Je ne sais pas si on a apporté des solutions ou en tout cas un nouvel éclairage. J'aimerais maintenant laisser la parole pour la conclusion à Joël, donc, qui est aumônier, je le rappelle. Et donc c'est l'heure de son mot de la fin. Et préparez-vous, c'est minuté, c'est le speed dating. Oui, alors moi j'aimerais redire quelque part, la base de tout ça, c'est revenons à l'amour. Tu l'as dit, Jérémy. Aimons-nous les uns les autres. Hein, c'est ce que Jésus nous a laissé comme plus grand enseignement.
On est appelé à être tous égaux, à se voir comme créés à l'image de Dieu. Il n'y a pas de distinction, mais ça montre le problème. Le cœur du problème, c'est le problème de notre cœur en fait. Hein. C'est vraiment ça. Nos cœurs sont envieux, nos cœurs sont jaloux, nos cœurs n'aiment pas si facilement. Donc on a besoin d'amour, on a besoin d'en recevoir. Et ça tombe bien, le Dieu du christianisme a de l'amour à donner gratuitement. Et c'est réaliser qu'on a une faiblesse dans ce domaine et qu'on a besoin d'en recevoir. Et quand on le reçoit, en fait... ça change nos vies. Alors j'aimerais que ceux qui réfléchissent et qui même peut-être insultent au nom de leur Dieu ou qui se disent aimer Dieu et insultent les autres, quand on est unis à Jésus-Christ, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs. D'ailleurs, ceux qui sont pour les suprémacistes blancs et qui se disent chrétiens, faut pas oublier que Jésus était juif. Hein. Donc voilà, c'est important de réaliser qu'on peut pas dire qu'on aime Dieu et qu'en même temps on déteste son frère, son coéquipier et son adversaire. C'est incompatible. Et j'aimerais même aller plus loin. Ceux qui, que ce soit les supporters, mais les joueurs surtout, les sportifs, qui utilisent des propos racistes pour déstabiliser leurs adversaires, j'aimerais vous dire, vous êtes des lâches. Dans le sens que vous manquez de courage pour assumer à la loyale l'adversité en fait. Bossez plus à l'entraînement les mecs, préparez-vous mieux dans vos têtes, peut-être votre santé mentale, allez voir l'émission qu'on a fait. Vous êtes des lâches si vous utilisez ces armes-là. Et bravo à des gars comme Prince Guano qui font preuve de pardon et d'amour, mais il faudrait qu'on entende les mêmes discours de l'autre côté, les gens qui reconnaissent qui ont mal agi, et c'est ça qu'on veut voir. Moi, j'ai été marqué dans mon ministère d'aumônier par François Zawi, qui a été l'un des premiers joueurs. C'est un Ivoirien, international ivoirien, premier joueur à jouer en Italie dans les années 80. Plus de 15 ans après, il racontait son histoire, il en avait les larmes aux yeux. Il était marqué, ça marque des vies, ça blesse. C'est pas des simples mots en fait. Et ce gars, il a trouvé du réconfort dans la foi chrétienne. Il était dans un pays où il y avait beaucoup d'églises, il pouvait aller se recueillir et c'était important avant de préparer ses matchs d'aller se recueillir. Et je pense que c'est ce qui l'a aidé à tenir bon. Alors face à ça, on peut tous avoir une part de racisme en nous, mais fléchissons le genou devant celui qui est l'auteur de l'amour et qui peut nous donner de l'amour pour ne pas succomber à la haine, à la rancœur face à cette situation et toujours tendre la main à l'autre. Ce que je remarque, c'est que Prince Guano, pour te reprendre Protin, il a tendu la main. C'est pas juste de dire je vais pas l'emmener devant un procès, mais c'est tendre la main pour faire prendre conscience de la haine que cette personne avait et d'avoir un rôle éducatif. S'il faut des procès, il faut aller au procès, il faut que justice soit rendue, mais c'est tendre la main et le but c'est que la personne, elle puisse être changée et transformée. Alors, plus de Prince Guano, mais moins d'actes de racisme dans les stades, c'est ce qu'on veut voir dans les années à venir et que chacun se sente responsable et ça commence déjà par mon propre cœur à moi. Merci, c'est vrai que voilà, t'as tout dit, ça commence par nous-mêmes, qu'on soit sur le terrain, hors du terrain et voilà, merci pour ces paroles empreintes de sagesse. C'est l'heure de se quitter. On aimerait continuer à parler. On a encore plein de choses à dire sur ce thème. C'est jamais fini. On vous donne rendez-vous du coup dans 15 jours pour une nouvelle émission avec un thème aux petits oignons. D'ici là, passez une belle journée. Salut à tous.